Avez-vous déjà commencé à écrire une histoire? Si oui, vous avez pu constater qu'il est très dur de partir d'une page blanche. En effet, il y a de fortes chances que vous vous inspirez de ceux qui vous entourent, que ce soit des œuvres, des livres, des mangas, peu importe, vous allez vous inspirer. Puis c'est tout à fait normal, puisqu'il y a des millions et des milliers d'histoires qui ont été racontées dans notre univers. Puis il devient de plus en plus difficile de créer des mécanismes narratifs, mais aussi visuels, totalement inédits. Cependant, certains auteurs arrivent parfaitement à rassembler ces univers collectifs pour bâtir leurs propres histoires. Le 6 mai 2021, le rythme de cette aventure prenant même parfois des années pour produire un seul tome. C'est un fait à soulever quand on voit le rythme de publication habituellement imposé aux mangaka au Japon. Le choix d'écrire un manga de dark fantasy faisait aussi de lui une véritable anomalie. Quand Berserk est sorti en 1989, la dark fantasy n'était absolument pas le thème le plus populaire dans les mangas. Pour preuve, durant cette période, des mangas comme Jojo, Parasite, Mr. Keaton, Hajime no Ippo, Ghost in the Shell, Crows, Slam Dunk ou encore Yu Yu Hakusho voyaient le jour. Il aura été un homme qui aimait consommer des œuvres. Tout jeune déjà, quand il rêvait de devenir mangaka avec ses amis, il s'était donné pour mission de dévorer le plus de fiction possible. Manga, films, animés, musique, tout y passait. D'ailleurs, ce n'est pas une habitude qu'il perdit en grandissant. En témoignent ces mots du département éditorial du Young Animal, le magazine où le manga Berserk est prépublié. Nous sommes dans une profonde tristesse en apprenant ce décès si soudain. Nous n'avons pas les mots pour décrire cette réalité difficile à accepter. Quand il nous rencontrait, il parlait de ses mangas, animés, films préférés avec le sourire. Il est impossible de dire que ses plongées à répétition dans ces mondes imaginaires ne l'a pas influencé dans la lecture et la plastique de son œuvre ultime. Et oui, Berserk fourmille de références. Qu'elles soient absolument évidentes ou subtiles, laissez-moi vous les présenter maintenant. Les personnages de Berserk ont cette capacité à nous être assez familiers, que ce soit dans leur comportement mais aussi dans leur apparence, il y a ce certain sentiment de déjà-vu. Ça peut être parce que nous y reconnaissons des personnages de fiction qu'on a déjà rencontrés, mais aussi des personnages de notre entourage. Ce sentiment assez authentique et familier est tout à fait normal, puisque Kentaro Miura s'est servi de multiples inspirations pour bâtir le caractère de ses personnages. Il a pioché dans les œuvres qu'il a lues, mais aussi dans son entourage. Ça participe au fait que ces personnages ont du caractère. Aucun des personnages de premier plan se ressemble. Et d'ailleurs, dans cette partie, nous allons voir des inspirations qui ont composé des personnages de premier plan de Berserk. Et on va commencer par Guts. On sait que la vie de ce dernier ne sera vraiment pas facile quand on découvre qu'il est né d'une mère pendue. D'ailleurs, cette planche fait fortement écho au 11e tableau des misères et les malheurs de la guerre. C'est un tableau qui fait partie d'une série de 18 eaux-fortes éditées en 1633 et qui constitue l'une des œuvres maîtresses de Jacques Callot. Puis vous n'êtes pas sans savoir que, à cause d'un malheureux événement, très malheureux même, Guts a perdu sa main gauche. Ce qui n'est pas vraiment un problème pour lui puisqu'il l'a remplacé par un bras multi-usage qui peut crever les yeux des gobelins avec une fonction arbalète ou encore exploser la face d'apôtre à l'aide d'un canon. Ce n'est pas forcément la première fois qu'on voit un héros amputé transformer cette faiblesse en force. On peut citer Yakimaru, le personnage principal de Dororo, qui une fois ses bras retirés, laisse apparaître des lames destructrices. Mais on peut citer encore Cobra, le pirate de l'espace qui lui, à la place de son bras gauche, aborde un canon dévastateur. En parlant de canon dévastateur, il existe dans le Midland une rumeur qui raconte qu'un valeureux guerrier serait doté d'une beauté qui égalerait celle d'un dieu. Griffith est un adversaire clé pour l'histoire. Son apparence rayonnante semble tout droit inspirée de la Rose de Versailles, un manga qui base son histoire lors des événements de la Révolution française. Puis pour ceux qui ont lu le manga, vous n'êtes pas sans savoir que le chef de la troupe du Faucon provoque sa propre transformation pour devenir Femto, un membre des Code End. À la suite de cette métamorphose, son casque iconique fusionne avec sa personne, le faisant ressembler grandement à Winslow Leach, personnage iconique du film Phantom of Paradise. Et ce n'est pas la seule référence cinématographique qui compose le spectre de Griffith. Le film américain Lady Hawkeye a fortement inspiré la relation entre Guts et Griffith. Dans ce film, Étienne de Navarre est amoureux d'Isabeau. Cependant, le malfaisant évêque d'Aquila, fou de jalousie car également sous le charme de la jeune femme, passe un pacte avec le diable pour frapper les amants d'une malédiction. Le jour, Isabeau se changera en faucon, alors que la nuit, Étienne se transformera en loup. Vous aurez reconnu le trait commun avec Berserk, mais aussi le fait que l'évêque n'étant pas le premier choix de Isabeau, a préféré détruire la vie des amants plutôt que de les laisser vivre heureux. Tout comme Griffith l'a fait lors de l'éclipse avec Casca et Guts. D'ailleurs, les autres démons de la main de Dieu ne font pas exception aux références. Ils sont tous plus ou moins inspirés d'œuvres en tout genre, que ce soit pour leur apparence mais aussi pour leur nom. Void, le plus ancien du groupe, est aussi le seul membre de la main de Dieu à pouvoir apposer sur ses victimes la marque du sacrifice, et de la même façon, il est le seul à pouvoir la retirer. Son nom est tiré du roman de Frank Herbert, Destination Void. Pour ce qui est de Conrad, son nom est tiré du personnage principal du roman This Immortal, Konrad Nomikos. Et pour ce qui est de son apparence, on dirait que Miura a voulu donner vie à des œuvres de Hans Rudy Giger.
La cruelle Slann a aussi un nom tiré d'un livre de science-fiction appelé, vous l'aurez deviné, Slann. Pour ce qui est du dernier God Hand, Ubik tire son nom du célèbre roman éponyme de Philip K. Dick. Ses lunettes sont aussi un hommage au Cenobite Butterball dans Hellraiser. Mais si vous êtes à jour dans le manga, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons découvert des anciens God Hand. Malheureusement, nous ne connaissons seulement leur apparence. Pour cet étrange lion, il fait fortement penser à la chimère d'Arezzo, une statue étrusque en bronze. Tous deux semblent être statiques, et le vide que laissent transparaître leurs yeux et leur bouche est glaçant. Pour ce démon d'apparence féminine, là aussi on peut y retrouver des similarités avec une statue, celle d'Artémis d'Éphèse, une sculpture datant du 2e siècle de notre ère, représentant la déesse de la nature sauvage, de la chasse et des accouchements, Artémis. De mon côté, j'ai bien hâte d'en savoir plus sur ces démons, tant ils ont l'air remplis de mystères et semblant détenir des clés importantes pour comprendre le fonctionnement des cultes et divinités du monde de Berserk. D'ailleurs, les religions, les mythes et l'occultisme sont des sujets grandement abordés dans le manga, allant même jusqu'à être le sujet central d'un arc. Comme par exemple l'arc de l'ère du châtiment de Mosgood, le grand inquisiteur qui traque les cultes sataniques et les sorcières qui, selon lui, rongent le Midland. Cet arc et ce personnage aux traits durs est tout droit inspiré de l'Inquisition, cette juridiction spécialisée créée au XIIIe siècle par l'Église catholique, dont le but était de combattre l'hérésie, en faisant appliquer aux catholiques qui ne respectaient pas les dogmes des punitions variant de simples peines spirituelles à des amendes lorsque l'hérésie n'était pas établie, et de la confiscation de tout bien à la peine de mort pour les relats. En effet, dans Berserk, les références au christianisme sont extrêmement présentes. Puis ce n'est vraiment pas un hasard, puisque les châteaux, la vie dure pour les faibles, l'abondance pour les forts, Miura s'est amusé à revisiter cette période historique de l'Europe. Et quand lui est venu le moment de bâtir des châteaux, forcément qu'il s'est inspiré de châteaux qui ont existé durant le Moyen-Âge. Ainsi, le château du rêve de Griffith, avec cette tour principale au sommet d'une falaise, nous fait fortement penser à l'Alcazar de Ségovie. Pour ce qui est de la forteresse de Doldrey, ces longs remparts qui paraissent imprenables, même pour l'armée de Hussein, prennent pour modèle le magnifique château de Koka, lui aussi basé en Ségovie. Puis là vous devez vous demander si une architecture française aurait pu influencer notre manga favori. La réponse est oui. La cathédrale de Windham semble être une copie parfaite de la cathédrale de Notre-Dame de Reims. Pour ce qui est de Falconia, ses ornements et ses statues pourraient fortement nous faire penser à l'âge d'or de la cité de Rome. On peut aussi constater que Kentaro Miura s'est amusé à donner un sens au mystérieux cercle de Stonehenge. Car oui, dans le manga, Griffith s'en sert pour pouvoir se téléporter, ce qui nous donne une fois de plus la sensation que ces personnages ont fait partie de notre monde. Ces structures, associées aux armures que Miura nous propose, rendent le Midland extrêmement crédible. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que ce dernier aime fortement détailler ses planches. Et pour ce qui est des armures, elles ne font pas exception. Chaque armure a son identité et semble être fonctionnelle. Je n'ai aucun doute sur le fait, mais aussi sur le fonctionnement et leur utilité. Dans Berserk, on peut voir aussi que d'autres cultures sont représentées, comme par exemple le folklore nordique et ses vikings impitoyables. Dans le tome 41, on peut voir qu'une sorcière se sert de 3 pantins dont les armures et le physique ne laissent aucun doute sur leur provenance. Longue barbe, hache à une main, armure et bouclier orné de dragons, casque cornu, tous les éléments fantasmés du guerrier viking se retrouvent dans cette case. D'ailleurs, cet événement se passe sur l'île de Skellige, qui abrite la mythique cité d'Elfheim. Cette île, d'une importance capitale pour l'avancée du récit, est nommée d'après une île au large des côtes irlandaises. D'ailleurs, ce n'est pas sa seule référence, puisqu'elle va aussi piocher dans le folklore d'autres îles mythiques comme l'île d'Avalon. Une île fictive provenant de la littérature arthurienne qui abritait supposément des sorcières, mais aussi la fée Morgane, la demi-sœur magicienne du roi Arthur. D'ailleurs, l'elfe dans son royaume s'était tellement amusé qu'il en a oublié le passage du temps. Quand il était rentré chez lui, une dizaine d'années s'étaient écoulées. Dans le folklore japonais, il existe là aussi un lieu où la dimension temporelle est particulière. Il s'agit de Ryugaju, tiré de l'histoire d'Urashima Taro. On y raconte que 3 jours passés dans Ryugaju correspond à 300 ans au-dessus de la surface. L'Empire Kushan, quant à lui, tire son inspiration d'un état qui a eu son importance dans notre histoire. L'Empire Kushan, dont l'influence s'étale en Asie et en Afrique entre le 2e et 3e siècle avant Jésus-Christ. Cette civilisation fut au centre des échanges entre Orient et Occident, dont un dirigeant a marqué l'histoire. Kanishka, premier du nom. Il régna environ 2 décennies sur l'Empire Kushan. Nul besoin de vous expliquer que cet empereur a inspiré Ganishka, le redoutable conquérant, mais aussi l'un des plus puissants apôtres, dont la Bérite lui a conféré des pouvoirs divins, se rapprochant de ceux du dieu grec Zeus. Alors comme nous l'avons vu précédemment, il y a tout un univers rationnel, celui des humains. Mais il existe aussi le monde astral. Cet univers est verbalisé bien tardivement dans le manga, par le biais de la sorcière Flora. Elle nous présente le monde astral comme étant le royaume qui abrite de nombreuses créatures de légende dans ses couches superficielles.
ainsi que des forces profondes et obscures près des strates les plus profondes. Lors du passage à l'Arc Fantasia, le monde astral et le monde des humains vont se retrouver fusionnés. Le Midland sera alors de plus en plus peuplé de créatures putrides et dangereuses. Il sera pour moi difficile de citer toutes les références du bestiaire de Berserk, tant elles sont nombreuses ou alors évidentes. Je vais donc me consacrer à quelques créatures notables qui ont attiré mon attention, comme par exemple ce chevalier serpent, qui ressemble trait pour trait au Snake Man du film Dreamscape. Nous pouvons aussi observer cet homme de paille enflammé qui fait référence au film The Wicker Man de Robin Hardy. Au milieu du tome 41, on peut apercevoir ces créatures semblables à Gollum. Il y en a même un qui tient un poisson dans sa gueule. Miura a aussi repris une créature des mythes juifs, avec ses golems, des êtres artificiels et humanoïdes, faits d'argile, incapables de parole et dépourvus de libre arbitre, façonnés afin d'assister ou de défendre son créateur. Dans Berserk, ces golems seront invoqués par son utilisateur pour les défendre. Pour ce qui est de Raksas, cette figure mystérieuse exilée du peuple Kushan, il est fortement inspiré des êtres mythologiques indiens, connus sous le nom de Raksasa, une race de demi-dieux généralement malveillants. Les trolls sont aussi de la partie dans Berserk. Provenant tout droit de mythologie nordique, puis de légendes scandinaves, Miura s'est permis de reprendre le meilleur et le pire de ces créatures. Laufeypuck est un personnage bien particulier, qui fait beaucoup de références directes à des œuvres culturelles majeures. D'ailleurs, voici un petit récapitulatif fait par un fan. Comme tu peux le constater, les références sont multiples, dont les plus évidentes sont celles de Star Wars. Puis d'ailleurs, n'hésite pas à mettre ta forme de Pucks favorite en commentaire, ça me fera plaisir. Puis il y a aussi tout un arc sur le dieu de la mer, où on a l'impression que Guts et ses amis sont téléportés dans un livre de Howard Philip Lovecraft. Au niveau de l'ambiance, mais aussi au niveau du boss final, qui pourrait être une représentation physique de Cthulhu. Et pour finir, on pourra aussi constater que Locus, le chevalier au clair de lune, dans sa forme démoniaque, semble être un croisement entre un centaure et les tableaux de Hans Ruedi Giger. Mais vous inquiétez pas, on va en parler un peu plus précisément dans quelques instants. Bon, depuis tout à l'heure on parle d'œuvres en tout genre, mais évidemment que Miura s'est inspiré de manga pour bâtir Berserk. Sa première référence en termes de manga et aussi la plus évidente est Devilman de Go Nagai. L'une des premières œuvres du mangaka, mais aussi l'une des plus sombres, mettant en avant la noirceur de l'âme humaine et sa cruauté. Si vous ne savez pas de quoi ça parle, laissez-moi vous faire un petit résumé. Akira Fudo, jeune garçon froussard et peu sûr de lui, est incapable de défendre son ami agressé par des voyous. C'est alors que son ami d'enfance Ryo vient à son secours armé d'un fusil. Sa présence est toute sauf fortuite. Il est venu le chercher pour lui révéler sa terrible découverte. Les démons existent et sont sur le point de se réveiller de leur prison polaire. Le seul moyen de combattre les démons sera d'en devenir un. Pressé par le temps et l'apparition des premiers démons, il se retrouve obligé d'organiser une messe noire. Par la suite, Akira devra tout faire pour préserver son humanité. Sa foi en l'espèce humaine sera mise en doute par la panique générale qui sera créée par l'arrivée des démons. On reconnaît là plusieurs éléments narratifs du manga de Miura, qui n'essaye pas de camoufler ses inspirations en multipliant les références graphiques dans son manga. Une autre référence bien assumée, et je l'ai citée tout à l'heure, est bien sûr la Rose de Versailles. Dans le guidebook officiel de Berserk, on peut y retrouver cette déclaration. J'aime beaucoup les mangas de filles, alors j'ai pensé à mettre mon approche en m'inspirant d'histoires aux relations humaines et aux émotions tristes et douloureuses. Les références à l'œuvre sont alors multiples, de la simple référence physique aux traits de caractère, laissez-moi vous en dévoiler quelques-unes. Tout d'abord, Serpico est, selon les dires de Miura lui-même, complètement pompé de André. De plus, la Rose de Versailles contient des éléments politiques. Le manga des années 70 prend place durant la Révolution française. Oscar, grâce à son sens de la justice, se retrouvera très vite imbriqué dans les idées de la Révolution, ce qui se concrétisera par la prise de la Bastille, et dans l'impact qu'elle aura sur Marie-Antoinette. Inspiré, Kentaro Miura choisira également d'incorporer les éléments politiques dans sa propre narration. Griffith sera amené à la cour du roi et fera du charme à la princesse Charlotte pour pouvoir réaliser son rêve, s'immisçant ainsi dans les intrigues de la cour. Il existe peu de mangas qui peuvent se vanter d'avoir des planches aussi détaillées que Berserk. C'est simple, certaines doubles pages pourraient s'apparenter à de véritables tableaux. Puis ce n'est certainement pas un hasard quand on découvre que Miura est un passionné de l'art avec un grand A. Et donc dans Berserk, il existe de nombreuses références à des tableaux mythiques. Laissez-moi vous présenter les plus marquantes. Tout d'abord, la maison aux escaliers de l'artiste allemand Moritz Cornelis Escher a fortement inspiré le moment de la première apparition des God Hands, qui seront aussi représentés plus tard dans cette case, qui reprend les mêmes cadres et les mêmes perspectives de la gravure sur bois Un autre monde. Le travail de l'artiste suisse Hans Ruedi Giger, en plus d'avoir inspiré Hollywood et ses aliens, a aussi inspiré un bon nombre de créatures de Berserk. Pour ma part, j'ai découvert son travail lors de l'écriture de cette vidéo. J'ai vraiment été fasciné par ces créatures imaginaires et le sentiment d'inconfort qu'elles peuvent provoquer.
L'illustrateur, caricaturiste, peintre, lithographe et sculpteur français Gustave Doré est aussi un artiste dont le travail était grandement apprécié de Miura. Il existe un bon nombre de cases s'inspirant des différentes œuvres de l'artiste français. On peut commencer par une référence un peu moins évidente, par l'une des planches qui représente l'éclipse, qui pourrait nous faire penser à l'Empyrée. On peut voir que Miura reprend les formes cycliques et chaotiques du tableau pour y mettre en son centre lui aussi une autorité divine. Cette planche, qui elle aussi aura une importance capitale pour la suite du manga, est sans doute inspirée de 1870, Retour de l'Arche. Pour ces deux illustrations, on peut y voir des paysans labourant un champ au premier plan, puis au dernier plan on y distingue une aura particulière. Pour ce qui est de cette planche, on y distingue une sorte de rite qui fera écho à cette illustration. Sur les deux planches, on peut y retrouver deux personnages contemplant la scène, le feu ici, et surtout cette foule totalement éprise d'une folie particulière. Et cerise sur le gâteau pour ce dessin de Zod, qui semble être un hommage à cette illustration de Gustave Doré, pour le paradis perdu de Milton. Puis de manière générale, je vous invite à jeter un coup d'œil sur ce qu'a pu faire Gustave Doré. Si vous avez lu Berserk, vous ne serez pas dépaysé. Il y a aussi cette illustration où la main tient une béélite, qui fait penser au tableau La Métamorphose de Narcisse, un tableau de Salvador Dali. D'ailleurs, sur ce même tableau, en bas à droite, on peut y distinguer un chien qui nous fera fortement penser à ce chien, qu'on a pu découvrir assez récemment dans le manga. Puis bon, je me dois de citer cette référence qui est aussi l'une des plus connues de Berserk. Car oui, on peut voir que Miura a réinterprété une partie du Jardin des Délices de Bosch. C'est un triptyque dont le premier panneau à gauche représente le paradis et la représentation d'Ève. Le panneau du milieu, lui, représente l'humanité avant le déluge. Puis on finira sur la partie de droite qui représente l'enfer. Puis évidemment que c'est cette partie que Miura a repris pour représenter Ubik, l'un des 5 membres des God Hands. Et puis voilà, c'était toutes les références que j'ai voulu vous présenter dans cette vidéo. Alors évidemment, j'ai pas pu vous présenter toutes les références parce que déjà il y en a trop et que j'en aurais forcément loupé quelques-unes. Puis déjà, je trouve que la vidéo est assez longue comme ça. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à aussi partager la vidéo à d'autres fans de Berserk pour qu'ils y découvrent toutes ces références. J'espère qu'avec cette vidéo, tu as pu apprendre quelque chose. En tout cas, moi, ça m'a fait un réel plaisir à refaire une vidéo aussi grosse que ça, une vidéo un peu analyse, comme à l'époque. Si tu veux me suivre aussi sur tous les réseaux, ils sont en description. On a un Discord d'ailleurs où j'ai un petit peu leaké cette vidéo, où j'ai un peu annoncé cette vidéo en avance, donc n'hésite pas à me suivre là-bas, ça vaut vraiment le coup. Allez, j'arrête de parler, c'était un viewer, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.